Il est 9h40 à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. On commence avec une date, le 12 janvier 1976. Elle disparaissait Agatha Christie, 40 ans après le décès de celle que l'on surnomme toujours la papesse du polar. Sa notoriété ne s'est jamais démentie, Virginie. Oui, effectivement. Alors, on fête le 125e anniversaire de sa naissance cette année, le 40e anniversaire de son décès, mais aussi le 100e anniversaire de son héros, Hercule Poirot. 154 nouvelles, plus de 20 pièces de théâtre, plus de 80 romans. Toute la production littéraire d'Agatha Christie, c'est environ 4 milliards d'exemplaires vendus de par le monde. Et son plus gros succès, c'est Les 10 petits nègres, paru en 1939. Il s'est vendu à 100 millions d'exemplaires. Et ce livre fait partie des 10 livres les plus lus dans le monde. Rien qu'en France, Agatha Christie vend 400 000 exemplaires chaque année. Et donc, je vous le disais, hasard du calendrier, c'est aussi le centenaire de son héros, Hercule Poirot. Et Hercule Poirot, c'est qu'en souvenir, c'est ça. On ne peut pas être tranquille un moment. Vous n'avez pas été tout à fait honnête avec moi quand je suis venu vous voir à Londres. Vous croyez? Absolument, Monsieur Blake. Cette moustache. Alors comment ça s'explique, ce succès international planétaire ? Agatha Christie, elle a révolutionné le genre. C'est la première à avoir mis de la psychologie dans les personnages. C'est la première à avoir mis de la psychologie autour des personnages. Et surtout à disséminer tout au long du récit des indices pour que le lecteur, nous, puissions découvrir l'assassin. Et ça, c'est révolutionnaire. Personne ne le faisait avant elle. Celle qui a été profondément inspirée par Conan Doyle inspira donc profondément plus tard tous les auteurs de polar, mais pas seulement. Dans toutes les séries américaines qui ont bercé notre enfance et l'enfance de nos parents, je pense à Arabesque, je pense à Columbo, on retrouve du Agatha Christie. Dans l'extrait qu'on vient de voir, on trouve un Hercule Poirot qui ennuie profondément le suspect. Eh bien, Peter Falk faisait exactement pareil et tous les assassins de Columbo faisaient partie de la haute société, comme dans Agatha Christie. Alors les fans, à l'occasion de ces anniversaires, alors les fans, ils vont être servis. Il y a une auteure britannique qui s'appelle Sophie Hannah et qui, avec l'aval des ayants droit d'Agatha Christie, a publié en septembre 2014 un roman, une nouvelle aventure d'Hercule Poirot. Elle va récidiver fin 2016 avec The Monogram Murder. Et du côté du cinéma, on attend avec impatience l'adaptation du Crime de l'Orient Express avec à la réalisation un Britannique, Kenneth Branagh. Il faudra quand même attendre septembre 2017. On attend impatiemment. Merci beaucoup Virginie. Est-ce que vous aimez David Bowie ? J'adore. Alors justement, on va lui rendre hommage ce matin. Entre chic et provoque, il tenait à être en haut de l'affiche, mais refusait d'être anobli. David Bowie aura cultivé l'ambivalence tout au long de sa vie. Il est mort hier à l'âge de 69 ans, hommage en images. Né David Robert Jones, David Bowie était à la fois chanteur, compositeur, producteur de musique et même acteur. Une carrière qui durait depuis plus de 40 ans. Elle débute à la fin des années 60. Bowie est alors un chanteur folk un peu banal. Il se fait toutefois remarquer en 1969 quand la BBC choisit d'accompagner le premier pas sur la Lune de son titre Space Oddity, une chanson qui entrera dans le top 5 des meilleures ventes au Royaume-Uni. Nouveau gros coup en 1970, il joue la provoque en posant en robe longue sur la pochette de son nouvel album The Man Who Sold the World. Mais ce n'est qu'en 1972 que l'artiste devient réellement une star grâce à son alter ego décadent, Ziggy Stardust. C'est là qu'il impose un glam rock sophistiqué et apocalyptique. Rock, funk, électro, garage rock, artiste caméléon, la longue carrière de David Bowie a été marquée par ses changements de style, une réinvention permanente de son personnage et de ses approches musicales. Génie créateur mais surtout novateur, le style Bowie a influencé plusieurs générations de chanteurs. En 2004, le magazine Rolling Stone le plaçait en 39e position de son top 100 des meilleurs artistes de tous les temps. Il s'est produit sur les scènes du monde entier, y compris en Israël. C'était en 1996. Je suis très heureux de pouvoir chanter nos chansons ici. Ce sera un spectacle fabuleux. Des nouvelles chansons, des anciennes, tout. Ce sera génial. Depuis le début de sa carrière, le chanteur britannique a vendu plus de 140 millions d'albums dans le monde. Un chiffre qui risque d'augmenter dans les prochains jours. Alors ce n'est pas qu'un mythe, les études le confirment, les Français sont effectivement
nul en anglais. Un Français sur 4, Betsabé, passerait même manifestement à côté d'un entretien d'embauche à cause de son niveau d'anglais. Exactement. Regardez les chiffres dont on pourrait vraiment ne pas être fier. Ils vont s'afficher tout de suite. Seulement à 4% de la population parle anglais sans problème. C'est pas beaucoup. 55% possèdent un niveau moyen. 41% ne parlent pas ou ont des connaissances très basiques. Voilà, donc ne parlent pas du tout. Chiffre issu d'une étude réalisée par ABBA English. C'est une plateforme d'apprentissage linguistique. Vous vous évalueriez comment, vous, toutes les deux, avec votre petit sourire en coin? Moi, j'ai travaillé On va longtemps faire un pour petit essayer test. de comprendre les chansons de David Bowie. Mini-test rapide, verbe irrégulier. Attention, participe passé de choose, choisir, comme choisir ses chroniqueurs. Chose, chosen. Cola cavote, bravo, bravo. Quit, comme arrêter de fumer, par exemple. Quit. Bravo. Enfin, le dernier, run, courir, comme les bonnes résolutions 2016. Run. Donc c'est le même. Non. Il bouge pas. Bravo. Il y a Donc run. elle fait partie. Non, il y a RAN et RAN. RUN, participe passé. Voilà, exactement. Donc ça reste. Faites pas la faillotte, Sandy, c'est bon. Ça va, on a Et comme compris, l'anglais, c'est c'est pas fini, comme l'anglais est exigé par la plupart des employeurs, non seulement 23% des travailleurs, un quart, disent avoir raté un nouvel emploi à cause de ce niveau d'anglais insuffisant. Donc Mais on en est passé plus, à la rédaction d'I24, on est tous trilingues moins. Hein. Non, parce que d'accord. ça vous inspire énormément ce sujet, je ne peux plus en placer une. Mais en plus, non seulement un quart donc, est passé à côté d'un entretien d'embauche, mais en plus il semble que ceux qui restent, eh bien mentent. Un Français sur 10 avoue avoir menti au moins une fois dans sa vie à un entretien quant à son niveau de compétences linguistiques. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. On remarquera au passage que l'employeur ne s'en est pas rendu compte, ou plutôt ne s'est pas aventuré lui-même à une boutade en anglais ou à exposer son accent. Car les Français, ils sont très forts en accent aussi, même ceux qui sont censés être les plus sérieux, voire les plus instruits, comme les présidents de la République. On regarde par exemple Nicolas Sarkozy, pas mal. You are welcome to invest in France. We will be happy to help you make money in France. And of course, to make some money with you. For us. On peut dire qu'au moins Sarkozy va à l'essentiel avec son vocabulaire extrêmement basique. Pas mal non plus moi j'avais François entendu Hollande. que c'était pas génial pour des présidents, des représentants de l'État français d'avoir un super bon accent parce que ça faisait Voilà, grâce à Nathalie, voilà, en fait, vous faites exprès, en fait, ils sont hyper diplomatiques. On regarde quand même François Hollande. Be you, be proud of you because you can do what we want to do. You can do what you want to do. Et le pire, c'est que non seulement les Français sont nuls en anglais, mais que ce sont les pires. Ça donne des inspirations à tout le monde, même en régie. Une autre étude menée l'automne dernier dans plus de 70 pays démontre que la France possède bel et bien le plus faible niveau en anglais de toute l'Union européenne, alors même que le niveau moyen dans le monde a, lui, augmenté. Étude qui révèle accessoirement que le niveau des femmes est bien supérieur à celui des hommes. Voilà, des femmes, justement. On va en parler dans quelques instants. Merci, Betsabé. Have a good day. Alors justement, les femmes, il y en a une qui se bat pour la liberté des femmes dans le monde musulman en chantant pour toutes les religions. Elle s'appelle Nasrin Kadri et c'est une Israélienne arabe très provoque mais qui ne fait surtout pas de politique. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Daniel Campos, Ranchek et Sandy Fortis sont allés à sa rencontre au Musée des Arts d'Islam à Jérusalem. Elle est l'une des petites filles arabes de la musique orientale israélienne les plus étonnantes. Elle mène ses combats comme elle l'entend, se moque des conventions et joue avec les idées reçues. La chanteuse arabe israélienne Nasrin Kadri est une héroïne de la classe ouvrière. La politique ne l'intéresse pas et contrairement à d'autres musiciens, elle ne se permet pas de proposer des solutions aux grands problèmes mondiaux. En fait, tout ce qui est politique l'ennuie. J'en ai plus qu'assez du mot le plus populaire dans notre pays, la politique. Et tout le monde me demande mon avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Que ressentez-vous par rapport à la situation? Avez-vous peur? Nasrin Kadri, elle, préfère se concentrer sur sa musique et sa carrière, notamment sur sa grande victoire en 2011 dans l'émission Eyal Golan vous appelle, un télécrochet animé par le plus célèbre et un peu controversé des chanteurs de musique orientale en Israël.
Ça fait 15 ans que je donne des concerts, mais je chantais surtout dans des soirées orientales, des petites boîtes de nuit, pour des Tunisiens, des Irakiens, des Marocains, des Français. Mais les gens ne savaient pas encore qui était Nasrine. Depuis mon passage dans cette émission de télévision, toutes les portes se sont ouvertes et les gens ont découvert Nasrine Kadri. Malgré sa célébrité, elle est toujours prête à donner un concert, peu importe le lieu ou le public. Je chante pour des aînés, des mariages, des bar mitzvot, des mariages arabes et même pour des soldats de Tsahal. Je peux chanter partout. La chanteuse, originaire de Haïfa, est aussi connue pour son ouverture d'esprit musical. Des classiques Doum Kultoum avec l'orchestre andalo-israélien d'Ashkelon, au son électronique de sa chanson Sawa, produite en collaboration avec Ofernissim, un DJ israélien de renommée mondiale appartenant à la communauté gay. En 2015, Nasrine va plus loin dans son soutien des droits de la communauté LGBT avec son titre In the Second Round. Son clip vidéo romantique et sensuel montre le combat d'un couple gay pour être accepté par la société. Pour Nasrine Kadri, évoluer dans différents mondes ne pose aucun problème. Sa vie et ses combats n'empiètent pas sur son éducation religieuse musulmane. Comme dans beaucoup de familles, nous jeûnons pendant le ramadan, on célèbre les fêtes. Ma mère est religieuse et ma sœur aussi. Je viens d'une famille avec des règles, du respect et des principes moraux que je n'abandonnerai pas, même si je vis désormais seule dans la ville de Rishon LeZion. Il y a quelques années, sa curiosité spirituelle l'a même amenée à s'intéresser au judaïsme. Elle avait alors entamé un processus de conversion. Elle jeûnait le jour de Kippour, allumait les bougies de Shabbat et avait même rencontré des rabbins. Mais elle a finalement choisi d'abandonner sa conversion. Je suis folle de Dieu. Je peux rester assise pendant des heures à lui parler. Quand je suis triste, quand je suis heureuse, je lui parle tout le temps. Quand il m'arrive des bonnes choses, je dis toujours Baruch Hashem, grâce à Dieu en hébreu. Et quand il m'arrive des mauvaises choses, je le dis aussi. L'hébreu et l'arabe se mélangent si harmonieusement dans les paroles de ses chansons qu'il est parfois difficile de distinguer une langue de l'autre. Elle est passée maître dans l'art de rapprocher deux mondes différents, sans aucune arrière-pensée politique. Et c'est bien ce qui la rend si unique. Mon message, c'est ma musique. Vous voudrez peut-être le suivre, en tout cas, c'est ce que j'ai à offrir. Allez, on parle d'un autre combat à présent, les Restos du Cœur qui fêtent leurs 30 ans. Comme chaque année, les Enfoirés seront bientôt sur scène pour récolter des fonds pour l'association. Leur tout dernier clip vient d'être dévoilé. Sandy Fortis, bonjour, vous êtes venue nous en parler. Exactement, il est disponible sur les plateformes de téléchargement légal depuis hier. Le tout dernier titre des Enfoirés s'appelle Liberté. On écoute tout de suite un court extrait. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris. Adaptation du poème éponyme de Paul Éluard, écrit en 1942 en réponse à l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. On doit la chanson Liberté à Marc Lavoine et Richard Mortier. Alors on retrouve sur ce titre une cinquantaine d'artistes, des habitués comme Patrick Bruel, Yann Folly, Mimi Mati ou Jean-Jacques Goldman. Des nouvelles têtes avec Louane Emera, François Damiens et Kenji Girac et des invités surprises comme Sophie Marceau et Jean d'Ormesson. Mais on ne les retrouvera malheureusement pas tous sur la scène de l'Accor Hotels Arena à Paris, l'ancien Paris-Bercy, du 20 au 25 janvier pour le Grand Show des Enfoirés. Alors, on rappelle quand même 30 ans que ces bénévoles de cette association œuvrent pour aider donc les défavorisés, tous autour d'une même figure qui reste assez prégnante, Coluche. Exactement, c'était le 26 septembre 1985 que l'idée des Restos du Cœur a germé dans la tête de Coluche. Lors d'une interview, l'humoriste lance un appel pour créer une cantine gratuite. Alors d'abord à Paris, puis ensuite dans le reste de la France. En décembre 85, il contacte Jean-Jacques Goldman, lui demande de créer une chanson pour récolter des fonds pour l'association. 3 jours plus tard, la chanson des Restos était née. En juin 86, Coluche meurt subitement, mais les Restos continuent. La première tournée des Enfoirés est lancée en novembre 89, tout comme le premier enregistrement de l'album. L'association prend de l'importance, elle se diversifie. En 2002, 10 antennes nationales sont mises en place.
En 2005, les restos fêtent leurs 20 ans. Les Enfoirés ont conquis les Français avec ses 48 000 bénévoles, associations et celle d'aide aux défavorisés qui suscite le plus de confiance. Et finalement, ce qui devait durer 1 an dure déjà 30 ans. Merci beaucoup Sandy. Alors on rappelle que le dernier single des Enfoirés, Liberté, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On finit en musique avec la première chanson des restos sortie en 1986. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, même heure, même chaîne.